Mahmoud Darwish a écrit « J'appartiens à la route. D'autres pas ont précédé mes pas ». À notre arrivée à Dijon, nous avons découvert le patrimoine culturel et l'architecture. Nous avons appris qu'au Moyen-Âge, la Bourgogne s'étendait jusqu'à la Flandre. En 1342, naissait Philippe II, duc de Bourgogne, qui deviendra le Hardy, premier duc de la branche des Valois. À cette époque, d'autres royaumes prospèrent dans le monde comme l'Empire Songhai et sa ville Tombouctou. En Inde régnait la dynastie des Sangama. L'Empire byzantin rayonne en Europe orientale et sa capitale est Constantinople. Ibn Battuta découvre l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine et Marco Polo a déjà écrit le livre des merveilles. Gratissimum au bienvenue dans l'histoire médiévale de notre région. Alors au Moyen-Âge, ce sont ce qu'on appelle les moines qui écrivent les livres. Donc comme dans des églises, un peu dans ce qu'on appelle des abbayes. C'est eux qui écrivent à la main toute la journée, qui copient des textes en fait, qui écrivent à la main. L'imprimerie n'existe pas encore au Moyen-Âge en fait. Donc ils copient les textes et il y a des moines qui sont chargés de peindre dans les livres ou de dessiner dans les livres. C'est ce qu'on appelle des enluminures. Donc on en a un petit peu. Et à Dijon, on a quelques manuscrits du Moyen-Âge. La technique est simple et compliquée à la fois. Il n'y a pas de magasin de couleurs. Quand on veut peindre, il faut aller chercher sa peinture soi-même ou la faire faire. Donc on ramasse des fleurs, des cailloux, de la terre, on broie tout ça, on en fait de la poudre de couleur. Et ensuite, c'est un peu comme un gâteau, il faut rajouter des liants pour que ça soit liquide. On prend de l'œuf ou de l'eau ou, recette miraculeuse, de l'huile végétale. Et tout ça se mélange, fait des petites matières visqueuses avec lesquelles on peut peindre, mélanger les couleurs et obtenir de plus en plus de lumière, de variations colorées. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces panneaux, à ces écus extrêmement vibrants de couleurs. Les enluminures aussi, par exemple. J'utilise des pigments naturels, la détrempe, donc c'est le médium. Par exemple, pour la peinture à l'huile, on utilise de l'huile, etc. Pour l'enluminure, ce sera œuf, miel, gomme arabique. Donc en fait, tout ce qu'ils trouvaient sur la main, parce qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas beaucoup de choses sous la main. Donc ils utilisaient aussi du vin, je fais moi-même l'encre. J'utilise de l'or, j'utilise du parchemin, vous avez là aussi. Donc c'est de la peau de bête, de chèvre, et des plumes et des bambous pour tout ce qui est matériel et pinceau. Qui le pratiquait ? Ça dépend des siècles. Donc à la base c'est quand même des moines copistes, donc c'est des religieux. Et après, à partir du 15e, ça devient des personnes, plus des peintres. Donc c'est leur métier, voilà. Mais c'est plus dans un contexte religieux. Le parchemin, c'est pas comme le papier, ça s'effrite pas, ça tient. Et ensuite, l'encre, elle est indélébile. Voilà, donc ils savaient aussi faire ça. Et ensuite, tout ce qui est pigment, et or, je veux dire, à part si vous mettez les doigts dessus, à part si vous grattez ou quoi, ça s'enlèvera jamais en fait. Donc je sais que toutes les enluminures sur parchemin, voilà, ça bouge pas en fait. Une fois que c'est écrit, c'est inscrit. Je trouve que c'est ça qui fait toute la magie des manuscrits, c'est de savoir qu'en fait, ce sera à vie. Philippe le Hardy a hérité de ce lieu de champs molles, champs mous, qui étaient des marécages. Les ducs avaient beaucoup tenu d'ériger un monastère dans lequel ce serait ce type de moines-là. Pas des moines complètement fermés, mais qui prient pour tous. Ils se voyaient de temps en temps pour des chants, pour des prières, mais il faut savoir que la plupart du temps, ils étaient plutôt en ermite, ils vivaient seuls. Les ducs de Bourgogne, le duc, entre autres Philippe le Hardy, lui, il a voulu contrer cette puissance de Cîteaux et des abbayes cisterciennes en demandant l'autorisation à la grande chartreuse de Grenoble, on va dire, des Alpes, de créer cette chartreuse de Dijon. Et la spécificité des chartreux, ils mettaient au centre de leur prière l'eau, qui était une forme de purification. Le puits était central de leur cloître et ils avaient mission chaque jour de faire au moins 3 fois le tour du puits en prière, parce que c'était leur forme de purification. Nous sommes là, à l'intérieur de l'enceinte du puits de Moïse, qui se trouve elle-même à l'intérieur de ce qui était le grand cloître. Le puits de Moïse, on n'en a ici qu'une partie.
puisque à la Révolution, la croix, le calvaire a disparu. Et ce que l'on appelle le puits de Moïse peut être en fait appelé le pilier des 6 prophètes. Les 6 prophètes qui ont en fait annoncé la passion du Christ. Les anges qui sont au-dessus des piliers font la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et on peut voir qu'ils sont tous très tristes, qu'ils ont tous des attitudes de regret. Et au-dessus, la partie qui nous manque, c'est la partie calvaire, qui représentait je crois 13 mètres également, avec la croix du Christ. C'est bien une œuvre de Klaus Slutter, qui avait été une œuvre qui a été commandée par Philippe le Hardy. Il a été appelé par le duc Philippe le Hardy. Il est mort à Dijon. C'est lui qui a commencé aussi les tombeaux des ducs de Bourgogne. Il n'a pas fini puisqu'il est décédé entre-temps. C'est son neveu qui a pris le relais. Nous sommes maintenant devant le portail de l'église de la Chartreuse. Il faut s'imaginer qu'au moment où la Chartreuse a été démontée pierre par pierre, il n'est resté de cette église que ce portail. Ce portail représente ici, à votre gauche, le duc Philippe le Hardy, accompagné de son intercesseur Saint Jean-Baptiste, et à votre droite, Marguerite de Flandre, son épouse, avec son intercesseur qui est Sainte Marguerite. Ils sont tous tournés vers la Vierge Marie, qui est centrale dans la foi et la piété des Chartreux. Donc la Vierge Marie, qui est ici une vraie Vierge bourguignonne, Vierge à l'enfant, avec le déhanché classique de la Vierge bourguignonne. Le portail a bien sûr été sculpté par Klaus Slutter, comme le puits de Moïse et comme les tombeaux des ducs de Bourgogne. Klaus Slutter, c'était un sculpteur, on dit imagier à l'époque, qui fait des images, mais sculptées. C'est un sculpteur qui a été recruté par Philippe le Hardy très très tôt, dès que Philippe le Hardy a voulu faire une sorte de nécropole, un endroit où il y aurait son tombeau. Et Klaus Slutter, qui est un artiste des Flandres, ancienne Belgique, a un talent très spécial à l'époque. Il observe beaucoup et il fait des choses, comme on le voit ici, très humanisantes, très, très vraies, presque réalistes. C'est un très habile sculpteur et qui va pendant pratiquement toute sa carrière travailler sur les tombeaux des ducs et les œuvres qui sont à la Chartreuse de Champmol. Et donc Klaus Slutter, c'est celui qui a eu l'idée générale du gisant éveillé sur des dalles de tombeaux avec cette très intéressante procession de ceux qui ont assisté en fait à l'enterrement. Il a mis en scène en albâtre et en marbre l'enterrement du duc et qui a probablement observé des personnes en vrai. Et c'est pour cela qu'on arrive à autant de réalisme. Lors de la Révolution, les moines ont été déliés de leurs fonctions. Ils ont dû même donner leurs ordres à la municipalité. La municipalité a racheté le domaine. Il y a beaucoup de choses qui ont été démontées, malheureusement, pièce par pièce, qu'on a retrouvé un petit peu au musée archéologique de Dijon. Vous allez retrouver le buste du Calvaire, quoique c'est un petit peu décrié, mais enfin bon, voilà, il y a quelques vestiges que vous pouvez retrouver ailleurs. Les ducs, on les a emmenés ici, à la Révolution. Mais c'est pas la ville qui a décidé de les emmener ici, c'est des érudits. En gros, c'était des savants, des antiquaires, qui n'avaient pas d'appartenance à la ville, mais par eux-mêmes, de leur fait, ont décidé d'aller à la Chartreuse, de prendre ces tombeaux, plus leur corps, dans 2 convois différents, et de les apporter ici pour les sauver. Parce qu'à cette époque-là, la Révolution française, on détruisait tout ce qui était à la fois religieux et royal. Et forcément, les ducs étaient de sang dynastique royale, donc forcément, ça faisait partie de tout ce qui allait être détruit. Tout comme les tombeaux qui ont bénéficié alors vraiment là de la volonté des habitants et des gens, les érudits, les intellectuels, mais pas seulement, de simples commerçants qui ont décidé que les tombeaux devaient être sauvés, devaient être récupérés et pour être sauvegardés, impérativement installés dans une salle ouverte au public, ce qui est tout à fait exceptionnel. Un certain nombre d'autres œuvres ont été également sauvegardées. Par la décision des habitants, on a racheté, on a contribué au rachat d'un certain nombre d'œuvres. Et on a surtout très bien conservé des objets d'une très grande préciosité. Le retable de la crucifixion notamment fait partie de ces œuvres. La Révolution fait que les tombeaux sont déplacés, mis à l'abri à Saint-Bénigne, la cathédrale de Dijon. Il faut imaginer tout le travail de démontage, de remontage dans la cathédrale. Et malheureusement,
En 1793, des forcenés vont malgré tout piller les tombeaux, les réduire en morceaux, les frapper à coups de maillet, jeter les cadavres des ducs, mais surtout ils vont laisser en pièces ces merveilles de sculpture. Et c'est bien des années après qu'on va décider, vers 1819, de les récolter les morceaux manquants, les rebâtir et les installer ici pour les sauvegarder absolument de toute destruction. Actuellement, les 2/3 de ce que l'on voit est parfaitement d'origine, à bien 600 ans. Quelques morceaux sont manquants, quelques pleurants ont été volés, certains jamais retrouvés. Le duc est en partie refait à l'identique. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, pour transporter tout ça, ça faisait plusieurs tonnes quand même. Pour transporter tous ces éléments, forcément on avait que des charrettes. Et les charrettes, avec les cailloux, il n'y avait pas de béton, rien du tout, pas de bitume, encore moins de goudron et toutes ces choses-là qu'on a aujourd'hui. Pour transporter tout ça ici, forcément il y avait des pertes. Et pendant le trajet qui prenait quand même longtemps, il y avait des vols aussi et on ne pouvait pas empêcher ça. 2 choses se sont passées. La première chose, c'est qu'ici on a posé les caissons en marbre, les gisants. De l'autre côté, dans la chapelle nord. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en arrivant ici, ils étaient très abîmés. Donc quand on les imagine posés magnifiquement comme vous les voyez au musée des Beaux-Arts, c'est faux. Les gisants ont été détruits par exemple, les sculptures dessus. Et beaucoup de morceaux ont été perdus. Donc on les a reconstruits comme on pouvait au 19e siècle. Ce qu'on a au musée des Beaux-Arts, c'est vide. Maintenant pour les corps en eux-mêmes. Les corps, selon la tradition, ont été entreposés respectivement ici sous la tour sud, Philippe le Hardi, le premier duc valois, Philippe II, et là-bas Jean sans peur, dans l'autre tour nord, qu'on a appelée d'ailleurs à l'occasion la tour Jean sans peur. On les a entreposés dans des caissons en plomb. Leurs tombeaux, c'était des caissons en plomb, c'était assez noble, c'était fait pour ça. On les a ensevelis, d'après les ressources archéologiques, sous 78 cm de terre, de remblai. Archéologiquement, au XXIe siècle, on ne peut pas prouver qu'ils sont encore là. On sait qu'il y a eu beaucoup d'ossements, mais officiellement, on ne peut pas prouver que les corps sont toujours à leur emplacement, surtout qu'il y a eu des vols, des pillages à travers le temps. Mais il y a 2 rapports de fouilles qui ont été menés, un en 1841 et l'autre en 1903, qui vous montrent vraiment qu'il y a eu un travail de fait. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir les dalles pour vérifier ce qu'il y a dedans et on ne peut pas faire d'analyse d'ADN, ça ne servirait à rien parce qu'on ne pourrait pas faire correspondre l'ADN avec quelque chose de connu, c'est pas possible. Alors je vais donner un nom, une des personnes qui a sauvé ces ducs, c'était Louis Bénigne Baudot en 1792, qui est revenu pour l'ouverture du tombeau en 1841, il n'était pas encore mort mais il était très âgé, et donc il a décrit ce qui s'était passé en 1792, mais on raconte qu'il se rappelait plus très bien du fait de son âge. Alors Louis Bénigne Baudot c'était un parlementaire dijonnais. Et lui, pour le coup, c'était un passionné de l'histoire de Bourgogne. L'archéologie n'existait pas à l'époque, d'accord ? Il n'y avait pas de loi archéologique. Donc il prélevait ce qu'il pouvait, il les ramenait chez lui. Dijon, c'était un site hôtel. C'est-à-dire que les ducs, quand ils venaient ici, c'était 3 jours maximum par an, dans un hôtel, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement le Palais des Ducs de Bourgogne, mais c'était un hôtel ducal, point, d'accord ? Ils se sont fait construire ça pour avoir un pied-à-terre à Dijon, et bien sûr, un pied-à-terre remarquable. D'ailleurs, tout l'art et toute l'architecture de l'hôtel provient à la base de Flandre. C'est là où toute la famille était réunie. Quand ils venaient ici, c'était vraiment occasionnellement. Philippe le Hardi a certes fait un sanctuaire ici, mais regardez les autres ducs, qui n'ont pas forcément été tous enterrés sur place. Ils sont ici depuis 160 ans, mais pendant des siècles, ils étaient bien là où ils devaient être, c'est-à-dire dans la Chartreuse de Champmolles, qui est un monastère. La crypte en dessous accueillait les corps. Des gens n'ont pas cessé d'aller voir les tombeaux des ducs sur place, là-bas, à la Chartreuse de Champmolles. Donc c'est comme ça qu'on a su exactement à quoi les tombeaux ressemblaient, où ils étaient, comment on s'y rendait. Donc plutôt des choses datant d'après les ducs de Bourgogne. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, est très puissant, mais il sent un danger venir. Il est ami avec le roi d'Angleterre, qui lui aussi vient de créer un ordre de chevalerie. Et il demande, ce roi d'Angleterre, à Philippe le Bon, d'entrer comme chevalier dans son ordre anglais. Et c'est un piège quelque part. Quand on devient chevalier d'un ordre, on sert celui qui en est le chef. Et Philippe le Bon sent le piège venir et il décide très habilement, pour ne pas dire non au roi d'Angleterre, il préfère dire « c'est dommage, mais là je vais créer mon propre ordre de chevalerie, donc en fait je ne peux pas appartenir à un autre ordre ». Il crée donc, lui, Philippe le Bon, l'ordre de la Toison d'Or. Il y fait entrer 24 chevaliers qui tous porteront ce très beau collier. Et ainsi, il devient un des fondateurs d'ordre de chevalerie de tout le Moyen-Âge. On ne devrait
sacrés chevaliers que des méritants au combat et qui se sont physiquement illustrés, qui ont accompli, par exemple, le jeune homme qui a sauvé le petit garçon pourrait, au Moyen-Âge, aurait été récompensé et il serait devenu chevalier peut-être. Alors le blason, c'est la carte d'identité du Seigneur. C'est sa carte d'identité, c'est son acte de naissance, ensuite ça devient son livret d'état civil ou livret de famille, parce qu'au fur et à mesure, quand vous vous mariez, vous avez votre blason, vous vous mariez avec une autre personne, le blason de cette autre personne va se fusionner avec le vôtre. Donc on arrive à des blasons extrêmement complexes qui sont 10 parties, vous savez, ils sont séparés en 4, 8 parties parfois, et ça veut dire que simplement les unions familiales se sont multipliées et qu'on en arrive à des blasons extrêmement compliqués que tout le monde était censé connaître. Mais c'est tellement compliqué qu'il faut des spécialistes du blason. Alors ça dénote la qualité de la personne, ses possessions, son caractère. À la Chartreuse de Champmol, il n'y avait pas que les tombeaux des ducs de Bourgogne. Les ducs offrent pour la paroisse, pour le salut de tous, pour l'humanité, ils offrent en général un certain nombre d'œuvres, des panneaux peints qui seront dans l'église elle-même ou dans le réfectoire des moines. Il y avait également des très très grands retables qui sont des objets qui se plient et se ferment de très grandes dimensions. Et les matériaux utilisés sont toujours extrêmement précieux. Les retables sont en bois, recouverts de feuilles d'or, donc ça demandait beaucoup de matières premières. Et sur les volets extérieurs ou sur les panneaux de ce type, de la peinture, toujours très précieusement recueillie, très finement travaillée. Donc ce sont des retables qui, de toute façon, comme 95% des œuvres du Moyen-Âge, elles racontent la vie de Jésus ou la vie des saints. Donc c'est religieux, très puissamment évoqué. On les fermait lors de la semaine, lors des jours normaux, on va dire. Et là, c'était les peintures extérieures qui étaient visibles. Et quand on les ouvrait lors des cérémonies ou lors des messes, tout ça brillait étonnamment avec les ors et les quelques couleurs qu'on trouve dessus. Donc c'était un peu comme si le paradis venait vers eux. Tout ça a été réalisé par 2 artistes, pour ceux-ci en tout cas, Melchior Broederlam pour la peinture et la dorure et Jacques de Beers pour tout le travail de sculpture. C'est du bois, chêne, tilleul, entièrement recouvert, soit de peinture et d'or. Il n'a fallu aux 2 artistes que 6 ans pour réaliser ce travail d'orfèvrerie et de sculpture, en sachant que dans les pays occidentaux, au Moyen-Âge, sur les 365 jours de l'année, il y a presque 100 à 110 jours interdits de travail. Fêtes religieuses, déambulations de corporations, et tous les dimanches. On ne travaille pas le dimanche pour beaucoup de professions, c'est interdit. Donc en réalité, 6 ans, c'est même encore moins. Très peu de personnes savent lire à l'époque, en fait. Ce sont surtout les personnes qui ont des livres qui savent lire, mais ce sont des personnes très riches, de la noblesse, ou des abbés, des moines, essentiellement. À une époque où sur 100 personnes, 3 seulement savent lire et écrire, le noble, le religieux, tous les autres sont analphabètes, c'est comme ça, ce sont des livres d'images. On apprend par les images, un peu comme les enfants. Donc on va à l'église et on voit Jésus, on apprend que Jésus est crucifié, on apprend qui vient voir Jésus à sa naissance, on apprend comment tel ou tel saint ou telle personne vit sa vie. Nous sommes en Occident, il faut lire de gauche à droite. Les vêtements, certains détails des chapeaux et des ornements de costumes sont complètement d'origine orientale, comme toutes ces histoires, comme les histoires de beaucoup de saints notamment, empruntées aux histoires d'Assyrie, de Mésopotamie ancienne, avec des tonalités et des décors, là pour le coup, complètement imprégnés d'Orient. Les motifs végétaux, les motifs animaux montrent qu'à une certaine époque, les artistes puisaient dans tous les répertoires. Il n'y avait pas cette espèce de séparation et d'étiquette. Donc on puisait dans les goûts orientaux pour les vêtements, dans le naturalisme flamand pour les petites fleurettes, les petits arbres représentés avec beaucoup de naturalisme. Les anges, les représentations de Dieu sont empruntées à la cour de Perse, par exemple, qui a quand même plus de 2000 ans. Et ça veut dire que déjà, l'Europe n'est pas encore là, mais du point de vue artistique, les artistes échangent, se donnent des idées et des trucs pour réaliser des œuvres de plus en plus proches de la réalité.
On parle même à l'époque de gothique international. Ça veut dire que les Italiens ont donné des trucs pour réaliser efficacement la perspective, les dallages, les lignes. Les Français ont donné des trucs pour peindre avec élégance, ces visages très fins, très délicats. La prestance des personnages, des drapés, ça vient de France, ça. Et le naturalisme des végétaux, des fleurs, les scènes de tendresse entre les personnages, ça c'est très flamand, très pays du Nord dans l'esprit. Tout ce petit monde se rencontre à Avignon, à l'époque où il y a un deuxième pape. Et en gros, on se refile des trucs. C'est donnant-donnant. Comment tu fais ta perspective? Moi, je vais te dire comment je fais de la peinture à l'huile. Et je te dirai aussi comment faire tenir ta dorure au moins 3-4 ans. Et ainsi de suite. Et comme tout ça est en lien avec Venise, qui est la porte ouverte sur l'Orient, eh bien, on apprend sur la manière d'où vient cette image du phénix. Ah oui, ça vient d'Orient, mais oui, mais comment tu le représentes? Combien ça a d'ailes? C'est complètement international, il y a un échange fou, plus peut-être qu'en politique. Philippe le Hardi meurt le 27 avril 1404, épuisé par la grippe en Flandre. Son palais de Dijon sera achevé par son petit-fils Philippe le Bon au milieu du XVe siècle. La fin du Moyen-Âge occidental se situe à la fin du XVe siècle, avec la chute de Constantinople en 1453 ou le premier voyage de Christophe Colomb en 1492. Celle dont suis